Suzanne, l'invité Sud Radio Média. L'invité Sud Radio Média, c'est une fidèle de Sud Radio et nos auditeurs attendent toujours avec impatience la parution du nouveau 60 millions de consommateurs. Et bonjour Sylvie Metzeler, merci d'être avec nous. Bonjour Gilles, pardon, bonjour, je vous ai pas dit bonjour, mais j'étais tellement contente d'avoir Sylvie pour parler de cette nouvelle. Si, mais vous êtes... faites partie des meubles. 60 millions de consommateurs, nouvelle formule avec un numéro tout bleu, nouvelle maquette, tout neuf, nouvelle... oui, tout est neuf en fait. Vous avez renouvelé, repensé le 60 millions. Ça fait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de nouveau logo et de nouvelles maquettes ? Le nouveau logo, je pense que ça date d'un sacré bout de temps. La nouvelle maquette, ça date de 6-7 ans déjà. Donc ça avait vécu en termes de couleurs, en termes de code, en termes de tout en fait. Donc c'était important pour nous de faire quelque chose de plus actuel, plus lisible aussi surtout. Plus lisible, et puis avec plus gai. des nouvelles rubriques comme le match, vous opposez deux banques, deux air fryers. Oui, il y a plein de nouvelles rubriques. L'idée en fait c'était de faire quelque chose qui soit plus dans les codes de la consommation d'aujourd'hui, où tout va super vite. Et on ne peut pas nier aussi l'importance des influenceurs aujourd'hui. Donc on a des trucs qui partent en flèche comme ça, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce produit, etc. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus dans le mood du moment. Alors la une, c'est la fiabilité des smartphones. Les marques chinoises arrivent en tête. Ça c'est votre grand dossier. Ouais. Et ça a été une découverte pour vous ? Alors oui et non, parce qu'on s'en doute, c'est des marques qui montent depuis très longtemps. En même temps, ils ont tellement de production, ils vendent tellement chez eux en interne qu'ils ont eu le temps d'essuyer les plâtres avant que ça arrive chez nous. Donc ce sont effectivement des smartphones qui sont beaucoup plus costauds et qui répondent plus aux demandes des acheteurs en réalité. On en parlera, mais globalement, ce qu'on comprend, c'est que un portable chinois à 600 € à équivalence vaut mieux qu'un iPhone à 1600. Alors après, ça dépend où on place le curseur en réalité. Ça dépend parce qu'on voit bien, on a fait à la fois un test de fiabilité, donc les portables qui avaient le plus de panne et sur quel type de panne et au bout de combien de temps ça arrivait. Et on a fait la satisfaction. Donc par exemple, c'est très rigolo parce que par exemple, un portable comme le Google Pixel qui arrive en queue de peloton de la fiabilité arrive en tête de la satisfaction parce que ça fait des photos extra. Donc effectivement, si vous aimez à faire des photos et que votre téléphone vous sert surtout à faire des photos, c'est super. Mais en termes de navigabilité, c'est pas le mieux. Alors on va passer au zapping. Le 10h midi Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon Valérie, c'est un des incendies du siècle. 8 bâtiments à Hong Kong qui se sont embrasés avec des images impressionnantes relayées par le monde entier sur toutes les chaînes. Ce matin, le feu est toujours actif. Les pompiers se battent toujours. Le dernier bilan à 8h35 était de 55 morts et 200 disparus. Hier, le 20h de Gilles Boulot sur TF1 a ouvert sur cette tragédie. Dans le ciel de Hong Kong, un immense brasier. Le bruit assourdissant du craquement des échafaudages en feu. L'incendie est en train d'emporter 5 tours de 30 étages, sous les yeux de ses habitants impuissants. J'ai entendu un grand bruit. J'ai vu l'incendie. J'ai fait mes valises et je me suis enfui. Je me demande juste où je vais dormir ce soir. Je ne peux pas rentrer chez moi. Voir tous ces incendies partout, c'est terrible. Incroyable. Et puis ils ont ce que racontait le 20h de TF1, c'est qu'ils ont tout perdu évidemment dans cet incendie. Un sujet consommateur. Alors je vous ai fait un sujet consommateur. Je savais que vous étiez là, Sylvie, pour les 60 millions que nous sommes. Vous savez qu'il va y avoir une hausse de l'essence en 2026. Ça fait parler beaucoup dans les médias. Histoire de se souhaiter une bonne année. On va démarrer dès le 1er janvier par cette hausse qui est inévitable, comme le racontait BFM TV. L'année 2026 commencera par cette hausse sur les prix du carburant. Il y aura une hausse d'au moins 4 centimes par litre. Explication, depuis la loi du 13 juillet 2005, les fournisseurs de carburant, d'électricité ou de gaz sont tenus de soutenir les actions d'économie d'énergie. Par exemple, en finançant via des prestataires des projets d'isolation, de changement de chaudière. C'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Leurs objectifs sont en térawattheures économisés. Ils sont fixés par l'État sur plusieurs années. Or,
Pour 2026-2030, ils sont nettement plus ambitieux que pour la période précédente. Il y a un décret qui est paru il y a 10 jours. Les objectifs d'économie d'énergie qui doivent être réalisés par tous les fournisseurs d'énergie, dont les fournisseurs de carburant que nous sommes, vont augmenter de 35%. Les marges nettes de distribution, donc le bénéfice du distributeur, ces marges nettes sont très faibles et donc il n'y a pas du gras dans lequel on pourrait taper pour absorber une partie des surcoûts. Alors si j'ai bien compris, avant le reportage de BFM, avant c'était l'OPEP qui faisait les variations de notre essence et puis les taxes, et maintenant c'est l'Europe en fait. Oui, c'est ça. Pour résumer, c'est à peu près ça. Oui. Alors, je ne suis pas la spécialiste mondiale de la vente de l'essence, mais c'est tout à fait ça. Est-ce que vos lecteurs sont sensibles à ce genre de sujet sur l'économie ? Toutes les hausses de prix, c'est vraiment des choses. Les carburants, l'énergie, c'est vraiment les choses qui reviennent en tête. Parce que d'un côté, on va financer 5 000 € de voitures électriques, et à côté, on va nous ponctionner sur l'essence. On va devoir être plus incités à aller vers l'électricité. Oui, avec des voitures plus chères. Eh ben, je vais rester dans le domaine de l'économie. Un petit clin d'œil à BFM qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Il y aura une soirée spéciale ce soir. Je vais rester dans la consommation avec l'électricité, dont là aussi ça fluctue. On les annonce des baisses et des hausses. Malgré les augmentations, certaines villes avaient décidé, vous savez, d'éteindre la nuit l'éclairage pour faire des économies. Eh bien, ils ont décidé de rallumer pour des raisons de sécurité. Reportage dans le Midi 45 d'M6. À Villeneuve-d'Ornon, les nuits s'annoncent à nouveau plus lumineuses. La commune a décidé de rallumer son éclairage public. Pour nous, personnes d'un certain âge, l'éclairage est une aide indispensable. Depuis 5 ans, les lampadaires s'éteignaient entre 1h et 5h du matin. Une mesure d'économie prise à cause de la flambée du prix de l'énergie, mais pas toujours bien perçue par les habitants. Le fait d'avoir éteint, ça a créé un sentiment un peu anxiogène, d'insécurité. Même si, je le rappelle, il n'y a pas de corrélation entre le taux de cambriolage et l'extinction lumineuse, puisque la plupart des cambriolages ont lieu la journée quand les gens sont pas là. Pour rétablir l'éclairage, la commune a choisi d'équiper les 600 points lumineux par des ampoules LED basse consommation. 3,3 millions d'euros ont été investis, un dispositif rentabilisé en 8 ans seulement grâce aux économies réalisées. À périmètre constant, on a divisé la facture, on va dire, de plus de la moitié aujourd'hui, en intégrant les variations du prix de l'électricité qui a beaucoup augmenté. C'est valable pour monsieur et madame tout le monde. Moi, j'ai mis que des LED chez moi, j'ai fait baisser mon électricité incroyablement, J'ai des LED partout. Oui, c'est pratique. Et puis aussi à l'extérieur, quand on a la chance d'avoir une maison, c'est vraiment super. Et puis, alors, je vais vous raconter une histoire rocambolesque. Alors, quand je dis c'est la chroniqueuse de Bonjour, de Bruce Toussaint, qui a narré l'histoire, écoutez bien, Valérie Sylvie, d'un magicien qui a voulu utiliser la technologie et ça s'est retourné contre lui. L'anecdote est plutôt savoureuse. Il s'appelle Zi the Mentalist et pour la réalisation de certains de ses tours, il s'est fait implanter une puce dans la main, puce qui est censée l'aider à lire les contenus de téléphone portable pour pouvoir faire croire qu'il est véritablement un mentaliste. Il a fait quelques tours de magie, trouvé que la puce marchait pas très bien, il s'est dit je vais la reconfigurer. Pas de bol, il a complètement oublié le mot de passe avec lequel il a verrouillé cette puce. Impossible de retrouver le mot de passe pour le moment. La seule solution semble être donc la chirurgie. Il faudrait sortir la puce pour la remplacer ou en tout cas pour la reconfigurer. Bref, finalement, le comble du magicien, c'est peut-être de casser la magie. Tout simplement, rien ne vaut les bons vieux tours de passe-passe. Là, on n'a pas besoin de mot de passe. Le lapin qui sort du chapeau. Ouais, il est incroyable cette anecdote. En fait, il s'approchait des portables avec sa puce et donc il pouvait lire les noms, vos messages et donc faire semblant d'être mentaliste. Je trouve que c'est une astuce. Alors évidemment, il ne faut pas oublier le mot de passe de sa puce. C'est parti. Cette nuit à 2h du matin, le site de Netflix a saturé, a explosé. Pourquoi ? Parce que c'était le démarrage de la saison de Stranger Things, saison 5. Depuis 2h du matin, on peut voir. Alors, on peut plus binger. On peut voir les épisodes de 1 à 4. Ensuite, le 26 décembre, toujours à 2h du matin, on pourra voir les épisodes 5 à 7. Et le jeudi 1er janvier, pour Noël, c'est l'épisode final qui fait presque 2 heures. Et donc, ils ont fait un grand épisode final. Voilà le rendez-vous avec la célèbre musique qui est de retour.
oui. Vous êtes Stranger Things? Pas tellement, non. Ah bon? Moi, non, j'adore Stranger Things. J'ai d'autres choses à regarder. Sylvie? Allez voir la pièce à Londres. Ils ont même, pour la première fois, Netflix a produit une pièce Stranger Things qui est à Londres. Ouais. 60 millions de consommateurs, nouveau numéro en kiosque. Il y en a pour tout le monde. Les coquilles Saint-Jacques sans eau, c'est mieux. Vous avez testé martyriser les coquilles Saint-Jacques surgelées, et puis la fiabilité des smartphones, c'est un dossier tout à fait passionnant. Il y a énormément de choses comme à chaque fois dans ce nouveau numéro, et on en parle avec vous, Sylvie Mezelard, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. 10h midi, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sylvie Mezelard, directrice de la rédaction du mensuel 60 millions de consommateurs. Le tout nouveau numéro, nouvelle formule, est en kiosque avec un sommaire très riche, encore une fois. Une formule, on l'a dit, entièrement remaniée, modernisée, avec des matchs de air fryer. On vous laisse découvrir lequel est le meilleur. Fiabilité des smartphones, les marques chinoises en tête. Alors comment vous avez procédé pour cette enquête? Parce que c'est vrai. Alors là, on parle de fiabilité. On parle des marques qui tombent le moins souvent en panne. Oui, le moins souvent en panne. Donc, on fait appel à un gros panel. Donc, il y avait plus de 1200 répondants de mémoire. Et en fait, on ne retient bien sûr que les marques où il y a le plus de réponses, naturellement, pour avoir vraiment, à l'arrivée, les 10 marques les plus achetées en France. Oui. Vous avez donc passé en revue toutes les marques, Google, Apple, Motorola, Huawei, Samsung, OnePlus, Honor, Sony, Xiaomi, qui on peut le dire, qui est la marque qui est la plus fiable. Qui est en tête, oui. Ah, et alors ça veut dire pourquoi... C'est celle qui tombe le moins souvent en panne. Ça veut dire que Apple tombe souvent en panne. Alors, gros problème de batterie sur Apple. Et c'est ce que on voit aussi dans l'enquête de satisfaction, parce qu'il y a les deux. Et les gens sont pas contents parce que vu le prix que vous payez ce type d'appareil, vous aimeriez avoir une batterie qui tient plus le coup. Et les batteries chinoises durent plus longtemps. Comment vous l'expliquez? Une meilleure mise au point, je pense, et puis on est peut-être un peu moins. Alors il y a tout le débat autour de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que calculer. Voilà, en fait. Je pense que pour Apple, c'est pas très, ça leur pose pas trop de problèmes. Parce que les gens sont addicts à la marque et que les gens à la marque parce que on le voit dans l'enquête de satisfaction, les gens aiment parce que c'est très pratique. La navigation est vraiment très facile. C'est ce qu'on reproche à Xiaomi, en revanche, qui est beaucoup moins pratique. C'est moins pratique. C'est moins intuitif, on va dire. Oui, c'est un petit peu moins. Et puis, il y a aussi un encart très important sur les remplacements quand on casse son portable, sur les vitres, sur... Et ça, là aussi, on s'aperçoit que chez Apple, c'est beaucoup plus cher que... Alors, ça dépend pour quel type d'appareil, mais effectivement, c'est cher. Alors, c'est pas le plus cher, mais en fait, les réparations les plus chères sur les téléphones, ce sont... Les Samsung, non? Oui, c'est Samsung avec les écrans. Avec les écrans. Et les batteries, c'est la deuxième panne qui arrive en dessous. C'est moins cher de changer une batterie, mais vous pouvez quand même avoir jusqu'à 400 € de réparation pour un écran. Parce que Xiaomi, pour le coup, le changement d'écran, c'est 390 €, alors que c'est 100 € chez alors Galaxy A15, c'est un modèle plutôt... Oui, ça dépend des... En fait, plus la dalle est perfectionnée, bien plus sûr. c'est cher. Mais on est d'accord que s'applique une assurance d'1 an obligatoire, non? C'est 2 ans. La garantie, elle est 2 ans. Alors, parfois, ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et il y a la garantie aussi de conformité. Mais en revanche, votre garantie, si vous faites tomber votre portable, vous exposez votre écran, ça rentre pas dedans. Ça, tous les dommages qui sont causés par vous, si vous faites tomber votre portable dans l'eau, ce qui arrive très très souvent à beaucoup d'utilisateurs, ça rentre pas parce que c'est de votre fait, c'est pas un défaut de l'appareil. Et oui, et puisque vous parlez de ça, vous dites aussi dans l'article qu'il faut faire attention parce qu'on dit qu'il a telle norme pour la poussière et telle norme pour l'eau, mais en fait au fil des années... Oui, c'est ça, au fil des années, ça prend plus la poussière. Oui, absolument. C'est pas durable, ça dure pas dans le temps. Non. Vous avez aussi tout un dossier sur les reconditionneurs. Quels sont les acteurs vraiment sérieux? Tout le monde connaît Back Market, qui est peut-être le plus célèbre, mais qui est pas exactement un reconditionneur. Moi, j'ai découvert ça. Oui, c'est une place de marché. Donc, en fait, eux, ils font une mise en relation. Mais ce qui fait que vous pouvez acheter du coup un téléphone qui vient du bout du monde. Alors, il peut être très bien, c'est pas le sujet. En revanche, si vous avez le moindre problème pour avoir un service après-vente
bon courage. Ouais. Et pour renvoyer votre portable et le faire attendre qu'il revienne, ça c'est une autre chanson. Ouais, moi j'ai un ami qui est passé par un back market pour ça. Son téléphone est parti en Pologne et il est revenu de Pologne 1 semaine et demie après, alors bien réparé, sans aucun souci. Mais il n'imaginait pas que... oui, que ça pouvait aller aussi loin. Aller aussi loin. Alors tant que c'est l'Europe, ça va parce qu'en plus vous avez bien les garanties qui nous couvrent en Europe. Quand c'est hors Europe, c'est plus coton quand même. C'est beaucoup plus compliqué. Et vous dites éviter les modèles trop vieux quand vous voulez acheter un téléphone reconditionné. Ah bah oui, ça faut faire très attention. Parce qu'il n'y a pas de mise à jour qui sont faites. Mise à jour, donc ça veut dire plus de sécurité et ça veut dire aussi que vous perdez la fonctionnalité de certaines fonctionnalités de votre appareil. Aujourd'hui, un Français renouvelle son téléphone tous les combien ? Je crois que c'est tous les 4 ans, mais il faut quand même savoir que l'année dernière, il a été vendu 11 millions d'appareils et 2 millions de reconditionnés. Alors ça monte quand même vraiment, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ouais. Oui, mais c'est plus par rapport au prix que pour l'écologie, il faut être franc. Ah oui, je pense. Alors il y a un peu les deux. Mais... C'est marrant parce que moi qui vous suis depuis... très très longtemps, on ne va pas dire combien de temps. En général, le numéro de décembre, c'est un numéro dans lequel il y a beaucoup de nourriture, beaucoup des champagnes, des saumons, etc. Et là, vous êtes vraiment... c'est plus sur de la consommation d'objets. Je vois, il y a tout un dossier qui est très intéressant aussi sur les enceintes connectées. Vous avez évolué aussi avec la consommation, ou peut-être que c'est moins la préoccupation des gens aujourd'hui et qu'on est plus inquiet sur ce qu'on achète. C'est plus attendu. C'est plus attendu en réalité. Alors, on a quand même fait les coquilles Saint-Jacques parce que les coquilles Saint-Jacques, c'est facile à préparer, c'est bon quand même, et puis il y a quand même une grosse production française. Oui, bien sûr, mais il faut avoir les moyens aussi parfois. Je regardais les prix, c'est pas donné non plus. Oui, bien sûr que c'est 62 € au kilo pour les meilleurs. Au marché, au marché, c'est dans les 40. Je crois que si vous les achetez, vous êtes en pleine saison. En pleine saison, vous avez 3 kilos de coquilles non décortiquées pour une vingtaine d'euros. Si vous les achetez décortiquées, c'est 40 € à peu près le kilo. Donc là, je vois que les premières, elles sont à 62 € le kilo, les secondes à 79,96. C'est pas beaucoup moins cher. Non, c'est un produit cher. Et en plus, il y a de la flotte dedans. Alors, pas toutes, 2 sur 15. Oui, 2 sur 15. Oui, c'est une fraude. Hein. On gonfle les produits à l'eau, ça donne plus de poids. Et moi, à cause de Valérie, comme j'ai un marché au bas de chez moi, j'ai été en chercher à mon marché. Et ils me les ont décortiqués gratuitement. Bien sûr. Ils l'ont fait gratuitement. En fait, j'ai pas eu un prix. Non, mais parce que vous les payez plus cher quand vous les achetez en coquille. Donc, quand il faut les décorer. Oui, mais ils me l'ont fait. En fait. Oui, moi aussi. Mais sans payer. Sans payer, bien sûr. C'est plus cher quand on les achète. Ils font le rapport poids. Ça revient à peu près au même. Il y a un peu la main d'œuvre de l'ouverture. Donc c'est plutôt un plus quand on vous la fait pas payer. Alors, il y a un dossier dont vous êtes très fier, qui est, vous m'avez dit ça avant d'entrer en studio, c'est les achats de Lego et de jouets des adultes. Les jeux adultes, parce que c'est une vraie tendance, c'est ce qu'on appelle la tendance kidulte. Alors kid pour enfants et adulte pour adultes. Et donc c'est tout ce que vous avez comme jeu pour plus de 18 ans, etc. Et là c'est complètement dingo parce que là on réalise que un jeu sur 2, alors ça peut être des boîtes de jeux, ça peut être beaucoup de choses, est acheté par un adulte pour un adulte, soit pour lui, soit pour un autre adulte. Donc c'est énorme. Et on parlait des Lego, dans les meilleures ventes de jouets, regardez le top 15 des jouets, par exemple, en numéro 2, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a une gamme qui s'appelle Botanique. Donc vous faites des fleurs, des bouquets en Lego. Alors ça, c'est une grosse mode parce que c'est des espèces de choses de construction. Alors ça va dans des autres marques. Vous avez aussi des Playmobil, vous avez plein de petites marques, etc. Après, vous construisez, ça vous sert d'objet de déco. Oui, mais j'ai vu que Lego, s'était repositionné sur du Lego adulte, parce qu'ils se sont rendus compte d'ailleurs plutôt au moment du confinement qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des Lego, donc il y a des et c'est 1 sur 3, c'est plus cher. C'est des pièces beaucoup plus techniques, c'est beaucoup plus difficile. Votre enfant de 8 ans, il ne pourra pas le faire. Non. Mais en plus, c'est ça. Et en plus, un adulte ne va pas recommencer 10 fois son jeu, il va le faire, l'exposer et après passer à un autre. Donc économiquement, c'est intéressant. Il y a la mode des puzzles aussi, qui fonctionne bien avec les adultes. Je vais vous poser une question d'actualité. Aujourd'hui, à Strasbourg, ouvre les marchés de Noël, à Metz et aussi. Est-ce qu'on fait des bonnes affaires au marché de Noël? Et j'imagine que vous avez fait des enquêtes à 60 millions de consommateurs. On a un spécialiste qui vient de rentrer, Perico aussi. Sur les marchés de Noël. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Après, c'est toujours vigilance avec les produits qu'on achète, notamment toutes les décos qui viennent beaucoup de
Chine, d'Asie en général, etc. Et les petits jouets qui sont pas aux normes. Oui, c'est un peu comme ce que, alors, pas tous, hein, c'est un peu comme ce que vous achetez sur Internet. Donc voilà. Mais c'est la même chose, j'imagine. On va pouvoir en parler avec Perico. Les miels ou les pains d'épices qu'on retrouve. Est-ce que c'est des pains d'épices français sur les marchés Noël? Il y a de vrais exposants et de vrais marchands artisanaux au marché Noël. Il faut savoir les trouver. Celui de Strasbourg reste quand même emblématique. Et ensuite, ça a été récupéré dans un but mercantile. Mais ne dénigrons pas. Il y a encore de très beaux marchés de Noël. Je pense que les consommateurs savent tout de suite reconnaître le produit fallacieux du produit authentique. Il faut goûter surtout. Bien sûr, il faut goûter. Vous êtes d'accord, les coquilles Saint-Jacques, c'est pas surgelé. On les achète au marché. Il répond même pas. Non. Alors, juste en 2 mots. Un poisson bien congelé, bien surgelé, sera toujours meilleur qu'un poisson qui a vu 4 jours de cale, 3 jours de camion. Voilà. Donc tout dépend comment ça a été fait. Raymond Oliver disait quand vous décongelez de la merde, quand vous congelez de la merde, vous décongelez de la merde. Si c'est bon, c'est bon. Allez. Nous, on va pas aller sur la coquille Saint-Jacques. On va passer un peu la matinée avec les Républicains. On va recevoir le frère d'Olivier Marleix, Romain Marleix, secrétaire général du groupe LR au Sénat. On va voir si cet homme manque aujourd'hui à la cohésion, parce qu'entre députés LR et sénateurs LR, un peu de bile. On reste avec les sénateurs. On reçoit Étienne Blanc qui va nous parler de la proposition de loi des sénateurs LR contre l'entrisme islamiste. On verra qu'il y a peut-être un retour du 49.3. Les socialistes se rendent compte que c'était pas si mal que ça. Voilà, ce suppositoire constitutionnel qui facilite le transit parlementaire en cas d'obstruction. Et puis, je ferai un petit mot sur un retard de TGV hier absolument hallucinant. Est-ce que Montmartre se Disneylandise? Et puis alors, nous recevrons en la deuxième heure de 13 à 14h une haute personnalité du paysage politico-médiatique français, le célèbre Philippe Bilger. Qui vient, que je vais confesser, c'est lui qui va passer à la sellette, je vais le mettre en examen. Formidable. Voilà. Et le 60 millions de consommateurs, numéro de décembre, nouvelle formule, passionnant. On n'a pas parlé des compléments collagène, c'est de la merde, comme nous dit notre ami Jean-Pierre Coff. À lire document aussi important que le journal officiel. Absolument, c'est indispensable, incontournable, et on est là et on vous soutient. Merci à vous, et tout de suite Perico.